Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Nous avons le plaisir d'accueillir Christina Weiss. Bonjour Christina. Bonjour Louis, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Nous, c'est nous qui sommes ravis de t'accueillir. C'est une habitude que nous avons au sein du MBA. À peu près une fois par mois, on reçoit un ou une de nos anciennes diplômées. C'est ton cas, Christina, puisque tu es de la promo 2020. Voilà, ça fait déjà 4 ans que tu es diplômée du MBA MCI. On dit qu'on aime bien l'international au MBA. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des étudiants, des professionnels internationaux. Et c'est ton cas, Christina, puisque tu es autrichienne, Christina. Tout à fait. Vous allez tout de suite l'entendre avec mon accent qui me quitte pas malgré 12 ans en France désormais. Voilà. Oui, alors attends, ton accent, on l'adore, mais effectivement, tu parles très très bien français puisque en fait, tu as grandi en Autriche, tu as fait en tout cas ton début de carrière en Autriche et tu as rejoint la France, donc tu l'as dit il y a 12 ans. Et aujourd'hui, ton parcours professionnel, il est quand même plus ancré en France et aussi à l'international, puisqu'on va voir que c'est aussi ce qui te lie dans ton parcours. Allez, on va dire franco-autrichienne, ça te va, Christina? Ou avec le plus grand plaisir même. Parfait. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions donc dans le chat, on y répondra avec grand plaisir avec Christina. On va reprendre un peu notre déroulé traditionnel de ce webinaire et on va demander à Christina quel est son parcours, en tout cas quel était son parcours avant de rejoindre le MBA, puisque je vous ai dit elle est la promotion 2020, donc ça veut dire qu'elle a suivi le MBA en 2019-2020. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as fait, Christina? Ah oui. Alors, je dirais que c'est ce que les RH vont nommer comme plutôt un parcours atypique, le fameux. C'est-à-dire que pas plein de différentes expériences, jusqu'à encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais commençons dès le début, donc encore en Autriche à l'époque, effectivement, j'ai été dans un magasin, une chaîne des magasins un peu équivalent aux Galeries Lafayette, ou dans le retail. Sur tout ce qui est le textile et les accessoires. Donc là, j'étais à la fois responsable d'un département sur le terrain et puis aussi dans l'équipe d'Aja à un moment. Donc ça, c'était super intéressant. Je restais quand même 6 ans dans cette entreprise comme première expérience, pas mal, je dirais. Et puis alors, sachant après, que Christina, oui. pardon, là t'es lancée, Ouais. mais en fait, d'abord, on peut dire ce que tu avais fait comme formation initiale. Donc, tu as fait tes études à Vienne. Et il me semble que tu avais déjà fait du marketing et du management, c'est ça? Justement, et donc après cette première expérience, parce que c'est pas encore à ce moment-là que j'ai fait mes études, c'est là où j'ai commencé à me dire, j'étais évidemment encore assez jeune, mais j'ai pas encore fait les études à ce moment-là, et donc je commençais à m'intéresser de plus en plus justement pour le marketing et notamment le marketing produit. Et c'est là où j'ai commencé mes études. Donc c'était une formation, c'était des études de soir d'ailleurs, parce que je continuais à travailler en même temps. Et puis, suite à ça, j'ai commencé mon parcours donc plus axé sur le marketing produit. Donc, je fais un passage chez Dior, donc les parfums Christian Dior encore en Autriche. Et puis après, c'était en fait après que je suis venue en France. Donc suite, avec une histoire d'amour comme on le connaît, que je me suis installée en France finalement. Et puis j'avais une première petite expérience e-commerce d'ailleurs, sans avoir fait encore mes études avec le MBA dedans. Donc j'ai eu mon premier poste chez Vente Privée à l'époque dans l'équipe allemande. Mais je restais pas très très longtemps parce que je voulais toujours faire mon projet dans le développement de produits. Donc c'est là où j'ai intégré en fait DIM, donc les sous-vêtements, où j'étais à la fois donc sur la partie développement et après aussi sur la partie plus axée marché. Et au total, j'ai resté quand même 6 ans aussi dans cette société ultra formatrice, pour le dire, des grands groupes. Malgré tout, c'est pas mal sur le CV. Et ça, si on devait mettre des années, donc en gros, tu nous as dit que ça faisait 12 ans que vous étiez en France, donc en fait, tu arrives en 2012, c'est ça, en France? Oui, c'est ça. Et donc, t'as fini tes études à Vienne, en Autriche, ouais. en Autriche, donc dans le marketing et le commerce, c'est ça, hein, pas vraiment le e-commerce encore. Non, pas du tout même. À l'époque, c'était déjà une option et je me suis volontairement décidée contre. Autant vous dire à quel point c'était pas encore à l'actualité autant qu'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Bon, il faut quand même se rappeler ce qu'était le web en 2010. Hein, donc Mm. oui, évidemment, il était présent, mais de là à se dire, je vais en faire un métier, effectivement, on se pose des questions. Donc c'est ce que tu fais toi. Donc tu arrives en France et quand tu travailles donc pour DIM, donc les sous-vêtements, c'est quoi? C'est 2016, 2018? On a Alors, j'ai fini chez eux, pardon, oui, c'était à partir de 2016, exactement. Donc, j'ai commencé et puis j'ai terminé quand j'ai intégré en fait le master MBA MCI. Et C'est ça. petite, pour la petite transition, en fait, je pense que c'est intéressant aussi. Pourquoi? Exactement. J'imagine. Alors, pardon, hein, Oui, oui, je me oui, permets de te couper, excuse-moi, Christina, mais pour expliquer en fait ce que tu faisais, tu étais chef de produit, en gros, hein, oui. c'est ça. Hein. C'est Voilà, ça, donc tout à c'est fait. un métier qui est bien connu dans le marketing et dans le commerce. Qu'est-ce que ça fait en gros à chef de produit, une chef de produit en l'occurrence, Christina? Alors, sur les deux parties, et ça c'était important pour moi les couvrir en fait. Donc, sur la partie développement, c'est vraiment dissocié, en tout cas dans les grands groupes, c'est souvent le cas. Donc, sur le développement, c'est vraiment comprendre en fait les besoins du marché, clairement, sur les différents produits, lancer des études quali avec des consommateurs, hein, des utilisateurs du produit, et puis vraiment accompagner aussi l'équipe développement technique pour le coup, de A à Z en fait pour que le produit sorte tel que ça a été prévu et tel que, parce qu'il faut quand même travailler très étroitement aussi avec le marché pour que ça corresponde évidemment aux besoins des études et de ce qu'on a eu comme brief côté marché. Donc ça, pour résumer rapidement Oui, sur le bien sûr. côté développement, et puis après, volontairement, j'ai voulu aussi justement intégrer la partie marché. Et là, c'était la dernière étape. Donc j'ai DIM à l'époque. Et là, c'était très, très, très axé sur le marché, évidemment, avec beaucoup d'analyse de concurrence, notamment au niveau de pricing, comprendre ce que fait la concurrence. Et vu qu'on est quand même essentiellement, enfin, en tout cas à date, c'était essentiellement encore la grande distribution. Donc là, on sait aussi que tout ce qui est promotion, c'est très important. Tout ce qui est justement pricing, avoir les bons prix sur ces produits, mais aussi de nouveau avoir une bonne connaissance de quoi mon client a besoin et le remonter du coup à l'équipe, ce que je faisais Hmm. avant développement. Donc voilà, ça résume à Donc peu là, non, près. merci Christina, c'est très clair. Et donc là, on arrive en 2019. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu te dis? Hein, pourquoi le MBMCI? Est-ce que tu te souviens? Ouais, parfaitement. C'était un gros chamboulement pour moi, évidemment. Comme je disais, ça faisait quand même 6 ans au total que j'avais maintenant ce parcours plus axé produit, super intéressant en tant que chef de produit. Mais de plus en plus, j'ai vu que le marché e-commerce, ça s'est développé énormément. Tout le monde en parlait. Des équipes dédiées ont été créées, même chez DIM. Donc ça s'est tellement développé, y compris évidemment aussi le marketing digital. Hein. Moi, j'associe les deux ensemble parce que voilà, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et puis, j'ai commencé à me dire, pour que tu restes en fait compétitif sur le marché avec ton profil, est-ce que tu n'aurais pas besoin de te former là-dessus? Voilà. Et du coup, c'est ça. Après pas mal de mois et beaucoup de discussions aussi en interne chez DIM, parce qu'ils m'ont quand même, faut le dire, proposé aussi une formation, mais beaucoup plus light Hmm. en digital e-commerce. Et finalement, j'ai dit, ok, je pense que j'ai besoin de vraiment plonger pleinement dedans. Et c'est là où j'ai commencé à chercher les différents programmes, des masters spécialisés dedans. Et le choix était facile en quelque sorte parce que vous êtes numéro 1 depuis je sais pas combien d'années. Et finalement, le programme, ce que j'ai pu lire, etc., m'ont convaincu. Et voilà, comme vous pouvez imaginer, ça a aussi fonctionné que j'ai été donc pris et admis sur ce master et aucun regret aujourd'hui. Euh, donc tu arrives au MBA. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des anecdotes? Est-ce que tu vois, est-ce que tu as des souvenirs encore de d'intervenantes, d'exercices? Peut-être les IMCO aussi. En général, tu sais, quand on fait comme ça les webinaires, c'est les IMCO qui restent. Alors les IMCO, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les missions de conseiller opérationnel. En fait, ce sont des cas pratiques sur plusieurs jours où vous avez une vraie marque, un vrai annonceur qui vient voir les étudiants et qui leur donne un brief comme s'ils étaient des agences. Et là, il y a une petite compétition
toute bienveillance bien sûr, qui s'établit, mais en général ça marque nos étudiants. Bah, tout à fait, ça m'a aussi marqué, comme tu viens de dire. Donc oui, je pense qu'il y a deux choses majeures qui me restent bien gravées au-delà des cours, évidemment, qui étaient intéressants. On a évidemment des préférences pour un sujet que l'autre, ça c'est normal. Après, globalement, ça s'est super bien passé les cours et assez varié et très complet, je dirais, pour vraiment en tirer un maximum et finalement aussi décider vers quoi je vais m'orienter en réalité. Mais oui, il y a deux choses qui m'ont plus marqué, c'est effectivement les IMCO. Donc, je me souviens très bien d'un qui m'a aussi permis de trouver finalement mon stage pratique au sein d'une toute petite start-up. Quelque chose que je voulais absolument aussi découvrir et comme tu viens de le dire, donc on travaille acharné quand même en petite équipe pendant un certain temps sur un sujet et qui finalement oui c'est un peu stressant, faut le dire quand même. Faut s'organiser, faut vouloir, ça c'est sûr. Et puis finalement je pense et personnellement je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Donc tout ce qu'on a pu entendre, mais vraiment le mettre en pratique, c'est grâce à ce format finalement qu'on peut le faire. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Et évidemment aussi le fait d'avoir décroché un stage par la suite grâce à cet exercice était pour moi évidemment quelque chose qui m'a marqué et qui me reste encore aujourd'hui comme très positif. Bah, écoute, Christian, on peut même citer la marque, puisqu'il s'agit de Oui. Petron. Donc, on vous invite à aller voir. Donc, c'est une petite marque qui s'est spécialisée dans les sous-vêtements pour hommes. C'est ça, Christina? Tout à fait, oui. Et donc, ils étaient venus proposer donc un exercice aux étudiants autour de leur marque. Et puis, Christina a fait partie des étudiants qui se sont particulièrement démarqués. Et derrière, ça a concrétisé un souhait mutuel, parce que de leur côté effectivement ils envisageaient de recruter quelqu'un. Toi, tu as envie de voir aussi comment ça se passe au sein des petites marques, puisque tu avais plutôt eu une expérience dans des grandes marques. Donc c'est parfait en fait quand ça se passe comme ça, Christina, c'est idéal. Exactement, oui, tout à fait. Une très belle expérience aussi avec eux et finalement, c'était plus axé e-commerce. Je dirais quand même avec une grosse partie aussi le marketing digital, mais finalement quand même, non, finalement un bon mélange des deux en réalité. Est-ce qu'on peut parler de l'Amazon Campus Challenge aussi? J'allais le dire. Ça, c'est le deuxième, évidemment, et qui va faire la transition peut-être où je suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça, il faut le dire. Donc, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. D'ailleurs, lui. Malheureusement, non, ils ont arrêté. Ah, ok, j'ai eu encore la chance alors. Ouais, mais alors, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'était en fait un challenge organisé par Amazon France pour le coup, qui cherchait donc des étudiants qui se lançaient dans une expérience réelle. C'est-à-dire que la mission était de trouver un vendeur des produits de sa marque qui n'étaient pas encore donc inscrits sur la plateforme Amazon. Et puis finalement amener et travailler avec cette marque de A à Z toute la stratégie pour créer son compte évidemment sur Amazon, mais toute la stratégie derrière aussi comment bien mettre en vente et en avant ces produits pour se distinguer et pour faire ses ventes sur la plateforme. Qui dit Amazon, on le sait très bien, il y a énormément des marques qui essayent qui essayent de trouver du succès finalement sur la plateforme, mais sans connaissance comment elle fonctionne, c'est quasiment impossible aujourd'hui et déjà à l'époque aussi. Et donc, on a pu trouver une toute petite marque qui s'appelle Le Petit Boucan et qui fait des petites vêtements pour enfants bébés. Et puis finalement on a travaillé avec lui sur ce projet. Donc tout ce qui est là, c'était pas facile, faut quand même le dire, c'est que il y avait effectivement cet accompagnement de la part d'Amazon France qui permettait d'avoir accès aux outils en fait d'Amazon, mais la condition sine qua non pour pouvoir participer, c'était de trouver une marque qui n'était pas présente sur Amazon et qui acceptait aussi le challenge, puisque c'était pas juste les étudiants s'occupent de tout, c'était une vraie collaboration. Et c'est ce qui s'est passé avec Petit Boucan, Christina.
Ouais, tout à fait. Non, c'est sûr que c'est un vrai engagement parce que ça va au-delà aujourd'hui sur Amazon. Quand on se lance, il faut avoir un budget aussi publicitaire. Donc sans ça, ça va jamais fonctionner. Donc ça aussi, il faut que la marque suit derrière. Donc voilà, c'est vraiment un vrai engagement. Donc c'est un cas 100% réel en quelque sorte. Donc et ça nous a permis vraiment développer les compétences sur Amazon pendant, je pense, environ 6 mois si je me trompe pas. J'ai plus tout en tête. Exactement, ouais, c'était 6 mois. Et puis, finalement, donc, il fallait, voilà, envoyer tout ce qu'on a pu faire. Et il se trouve qu'on a pu pitcher devant la jury avec notre projet et notre marque. Et finalement, on a même remporté la première place à l'époque. Donc, autant te dire à quel point on était fiers. Il y avait aussi. Et on va le redire. Attends, Christina, on va le redire, hein, parce que c'est ton côté modeste. Donc, Christina et son équipe ont terminé première, en plus vous étiez que des filles, première de l'Amazon Campus Challenge. D'ailleurs, si vous faites quelques recherches là sur internet sur Amazon Campus Challenge, vous tapez Christina Weiss, vous verrez, il y a encore des photos et des articles de presse, parce que quand même vous avez eu, on va dire votre minute de gloire à ce sujet. Il y avait même eu, je me souviens, donc la finale, parce que donc les équipes finalistes, il y en avait quoi, 3 ou 4, il me semble, hein, Christina. Alors je pense 4, mais j'avoue 4, et ouais. donc c'était sur un ring. Oui, c'était sur un ring de boxe, donc vous avez fait vos soutenances devant le jury. Dans le jury, il y avait que des pontes d'e-commerce français. Enfin, c'était un truc quand même assez intimidant. Et donc, vous avez remporté ce challenge qui était à la fois sur de la performance pure. Donc, c'était tout ce que vous aviez pu générer, donc comme vente, aussi le ratio entre l'utilisation des formats publicitaires, parce que donc si vous ne le savez pas, sur Amazon il y a plein de formats publicitaires, comme vous voyez par exemple les articles sponsorisés sur des recherches, vous avez aussi à l'intérieur des fiches produits, des options payantes, enfin bref, c'est tout un écosystème au sein de la marketplace, donc que vous avez été amené à exploiter au sein au cours de ce challenge. Et puis c'était aussi bien sûr la dynamique d'équipe, la façon dont vous avez travaillé avec votre client. En fait, vous étiez une agence, c'est ça, Christina. Vous avez joué le rôle d'agence. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un gros moment, faut quand même le dire, avec aussi une récompense assez sympa que voilà, juste pour dire, je vais pas nous citer la somme qu'on a reçue, mais qui m'a aussi permis d'acheter mon nouveau matériel de kitesurf. Donc autant vous dire que c'était vraiment un truc bien sympa. Ouais, il y avait des bolos. Effectivement, il y avait des bolos. Et on parlera du kitesurf, Christina, parce qu'on parlera aussi un peu de tes passions, parce que là, pour le coup, le kitesurf, oui. je pense qu'on est même au-delà de la passion. Voilà. Absolument. Absolument. Donc, c'est vrai. Tu nous disais donc tes souvenirs. Donc, il y avait cet Amazon Campus Challenge. Est-ce que peut-être tu te souviens, alors je sais pas, une anecdote que tu as avec tes camarades, ou peut-être un ou une intervenante, un cours dont tu te souviens, tu te dis ah mais là vraiment c'est ça le MBMCI. Alors, je pense l'anecdote peut-être avec les camarades, c'était vraiment aussi nos jeudis un peu apéro après les cours. Ouais, faut le dire, voilà, on était devenus étudiants et même en entreprise, on le fait en vrai, mais c'était un peu devenu notre QG à la Défense, dans un petit bar où on se retrouvait ensemble, donc aussi pour voilà. Je voulais pleinement vivre ce moment et aussi avoir le temps de rencontrer d'autres personnes, etc. Et donc une promo très chouette avec qui, évidemment pas avec tout le monde, mais avec qui on reste encore en contact encore. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Mais oui, exact. Les promos, c'est à peu près une trentaine, quarantaine d'étudiants et puis on sympathise, on passe voilà plusieurs mois ensemble et puis il y a des affinités qui se créent. Moi je me souviens effectivement, donc il y a bien sûr le groupe d'étudiantes avec laquelle tu avais fait l'Amazon Campus Challenge. Mais est-ce que ça a débouché aussi d'ailleurs sur peut-être des opportunités business? Est-ce que tu vois, tu t'es dit tiens, est-ce que je lancerai par exemple ma propre activité en association peut-être avec d'autres? Je te tends une perche. Oui, tout à fait. Et c'est la belle transition aussi par rapport à la Amazon Campus Challenge parce que évidemment ça nous a pris quand même en quelque sorte le petit succès. On s'était dit, il y a plein de monde autour de nous disait allez-y les filles, avec ce succès-là, il faudra bien tenter de lancer votre propre agence, donc d'accompagnement des marques pour se lancer et développer le business sur Amazon.
C'est effectivement ce qu'on a fait donc avec mes deux collègues de ce challenge. Donc on a lancé notre propre agence Click Conseil. D'ailleurs, qui n'existe plus, mais c'est pas bien grave. Mais en fait, on a tenté le coup. C'était une super expérience aussi. Maintenant, on a, je pense, environ une année avec quand même quelques contrats décrochés. Maintenant, il faut savoir que Amazon, c'est vraiment, comme tu le dis tout à l'heure, c'est un univers en soi. Donc, il y a tellement d'écosystèmes différents qui se sont créés rien que pour Amazon. Et ça, typiquement, des agences qui sont spécialisées là-dedans pour accompagner des marques en fait partie. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, on était déjà clairement pas les seuls avec cette belle idée. Il y avait déjà une concurrence assez accrue quand même. Et donc, c'est vrai que nous, on a beaucoup eu de difficultés de décrocher des clients, tout simplement. Mais si on avait réussi, je pense qu'on aurait pu faire des très belles choses. Malgré tout, pour et moi... puis il y a le Covid, hein. Alors, n'oublions Oui. pas aussi, Christina, parce que donc j'ai donné effectivement l'année de ta promo, c'est l'année 2020. Toi, tu as eu une partie de ta scolarité qui s'est faite pendant le Covid. Donc avec... alors, il se trouve qu'au MBA, c'était assez simple de pouvoir basculer en full distanciel parce qu'en fait, on avait déjà les outils. Mais bon, c'est quand même pas non plus évident. Tu commences d'abord avec une promo en présentiel. On l'a dit, il y a des groupes qui se créent, et puis ensuite tout bascule en distanciel. Et le business aussi, c'est le cas parce que ton activité de conseil, t'es plus avec les clients. On fait des Oui. visios, voilà, comme on est en train de le faire Tout à actuellement, fait. tiens. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai failli oublier le Covid, mon Dieu. Mais on a eu la chance parce qu'on avait quand même la plupart de la formation quand même en présentiel et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que oui, on peut tout faire aujourd'hui à distance, mais le contact avec les personnes, c'est quand même pas pareil. Donc là, j'avoue, on était contente quand même de nous Ouais, c'est retrouver. parce que comme tu as démarré en 2019, voilà, c'est vrai que vous Ouais, avez eu comme une grosse partie oui. de votre cursus qui était donc en présentiel. Euh, donc tu fais donc vous lancez effectivement juste après le MBA cette activité de conseil donc avec Mhm. tes camarades de l'Amazon Campus Challenge. Et comme tu le dis, c'est pas bien grave parce qu'en fait vous avez appris. Voilà, ça faisait Exact. peut-être partie aussi de tu vois de ta liste. Tu vois, tu disais bah tiens, j'aimerais bien travailler pour une petite marque. Et je pense qu'il y avait aussi dans ta liste, j'aimerais bien entreprendre, j'aimerais bien lancer aussi mon activité. C'est ça, Christina. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y avait plein de tentatives, je vais pas tous les citer maintenant, mais ça en était une, la création de l'agence, effectivement, pour tester aussi l'entrepreneuriat, qui était super intéressant, finalement, sur plein de différents projets. Je me suis décidée de mettre ça de côté, de remplir un peu les poches, comme on dit, et sécuriser un peu la vie, en quelque sorte. Suite à cette expérience sur la marketplace, finalement aussi l'accompagnement, j'ai été donc recrutée pour un poste toujours côté annonceur, donc pour une marque, pour la développer donc sur Amazon, ce qui a super bien fonctionné en fait. Donc j'étais assez contente aussi finalement de vraiment tout mettre en œuvre et prouver que c'est effectivement c'était des acquis malgré tout aussi qu'on a appris plein de choses. Et c'est là où, alors, tu vois, je refais le lien avec ce qu'on disait sur ton profil international, Hmm, euh, parce qu'en fait, là, tu es embauché donc pour une mission, pour gérer le marché allemand. Donc, tu es donc à Paris, mais tu gères le marché allemand. Parce que, bien sûr, tu maîtrises la langue et parce que tu le connais aussi. C'est ça, Christina. oui, mais là pas pour la dernière expérience, ça c'était pour le Attends. marché français. Ah, Ouais, pardon. ouais, ouais. Pardon. Donc, attends, on refait les années. Donc, le MBMCI, c'est 2020. Vous lancez votre agence avec tes camarades en 2021, c'est ça? Oui, juste après, effectivement. Juste après, il y a cette expérience aussi donc avec Cartland, c'est celle dont je parlais. Donc en Pardon. fait, Ouh là là, oui, je l'ai un peu tu l'avais effacé, j'avoue, oublié, parce pardon. que non, oui, pas oublié, mais un peu effacé, mais tu as raison, totalement raison. Mais vu que c'était juste 6 mois en quelque sorte, Oui, c'est ça, c'était une mission. mais C'était tu une as mission. raison, oui, tu as raison. Mais C'était du c'était une e-commerce là aussi, hein. C'était du Mais e-commerce. oui, 100% même. Oui, c'est là où je comprends mieux. Pardon, tu as totalement raison de le mentionner. C'était donc à l'époque, ça s'appelait Country Manager pour le marché allemand. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc tu fais Euh, cette mission et ensuite à partir de fin 2021, donc tu travailles pour
Scholn Textile Industrie, CTI, et c'est ce dont tu nous parlais justement, où tu es Oui, Marketplace et e-commerce manager. En fait, ça y est, tu as exactement. réussi ta transition. C'est-à-dire que tu te Ouais, dis, 100%. avant le MBA, bon, tu es plutôt effectivement une experte, on va dire, du commerce traditionnel, et c'est pas du tout péjoratif, mais on va dire que tu Oui, oui. maîtrises en tout cas tous ces leviers. Tu viens te digitaliser, te e-commerciser au MBA MCI, et on se retrouve 2 ans plus tard, ça y est, t'occupes le poste parfait en fait. Totalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on voit aussi la trajectoire, oui, comme tu dis, parfaite. Et pour la petite anecdote, tu vois, quand j'ai intégré le MBA digital e-commerce, à l'époque, je savais pas pour quel poste. Je voulais vraiment découvrir cet univers. Et bah, finalement, ça m'a quand même axé vers différents expériences pour arriver bah, là où je suis. Et je suis super contente aujourd'hui. Donc, parfois, la vie fait très bien ces choses, comme j'aime bien le dire. Et puis oui, donc là j'ai eu après Cartland qui était vraiment 100% e-commerce, donc première mission développer donc une marque sur notamment Amazon, mais j'ai aussi développé toutes les autres marketplaces qui gravitent autour évidemment et qui sont très importantes aussi. Mais Amazon ça reste évidemment le plus important encore aujourd'hui. Et puis suite à ça, ça m'a donc fait arriver à mon poste que j'occupe encore aujourd'hui depuis 2 ans maintenant. Donc là, je suis arrivée donc plutôt dans une poste et expérience en B2B maintenant. Et c'est la première fois que j'ai cette expérience et j'adore, j'avoue, j'aime beaucoup. Et la société s'appelle GS1, qui est très connue, mais personne ne la connaît. C'est ça qui est assez drôle, je sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez GS1? En fait, c'est un organisme de standardisation. Donc, on crée des standards à niveau international. Donc, on est dans 150 pays. Et le plus connu, que tout le monde connaît sans le savoir, c'est le GTIN. Donc, c'est des codes à 13 chiffres qui sont sous les codes barres sur tous les produits qui passent sur une caisse aujourd'hui. Et ça, c'est l'organisme GS1 qui est derrière. Et qui Donc effectivement, tu as raison. En fait, c'est très connu. En fait, c'est leur activité qui est très connue, mais c'est exact, peut-être la marque qui l'est un peu moins. exact. Mais c'est quelque chose, ils sont au courant et ça va venir, j'espère aussi un moment. Mais voilà, leur spécialité, l'expertise, ça reste encore les standards et pas forcément le marketing. Voilà. Et du coup, bah, j'ai été contactée pour un poste chez eux en tant que responsable pour les marchés marketplace et e-commerce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, mes clients, en gros, c'est aujourd'hui des marketplaces tels qu'un Cdiscount, un Redout, un Amazon et. Donc, voilà, un grand portfolio. Et ces marketplaces, en fait, ils font aussi appel à GS1 pour les aider aussi dans une meilleure structuration de leur catalogue produit. C'est-à-dire avec le standard, donc le GTIN, je fais une toute petite leçon qui est là pour identifier de manière unique un seul produit. Bah, ça aide énormément si c'est respecté justement comme catalogue. Donc la data, on parle aujourd'hui beaucoup de la donnée produit qui est évidemment incroyablement important. Et du coup, bah, notre standard, il aide donc aussi des grands acteurs comme les marketplaces à mieux structurer. On a aussi Google chez nous, etc. Donc je travaille avec plein d'acteurs très intéressants. Et aujourd'hui, je pense une sorte commerciale pour faciliter peut-être la compréhension de ce que je fais. Même si voilà, c'est pas 100% commercial non plus, mais en tout cas, je suis en contact direct avec ces acteurs pour les aider en fait à les résoudre et donner des réponses à des besoins et des défis qu'ils rencontrent et où on peut donner des réponses avec nos standards. Et c'est vraiment super intéressant. Tu nous disais la data, hein, la data est prépondérante. En quoi elle est prépondérante dans ton métier? Enfin, qu'est-ce que tu gères comme type de data? En fait, si tu veux, aujourd'hui, le GTIN, dans tous les systèmes informatiques des marketplaces, si je le reprends comme exemple, bah, il est un élément clé aujourd'hui à cet identifiant, bah, tout le reste de la donnée produit est attaché. Donc, c'est pour ça, on sait que nous, on a un élément clé, en fait, que tout le reste qui suit derrière dans la donnée produit, par exemple, un catalogue produit, j'ai une marketplace. Donc ça, c'est un élément qui est très important, mais pareil aussi dans tout ce qui est de la logistique. En fait, faut imaginer que ce code, et dans la logistique, c'est pas totalement le GTIN, c'est un peu différent, mais c'est un seul code qui, tout au long de la supply chain,
permet de communiquer et de faciliter en fait les échanges de la donnée aussi vraiment dès la production jusqu'à l'arrivée dans un magasin ou sur une plateforme en ligne. Et puis donc comme je disais, la donnée en quelque sorte elle est attachée à cet identifiant. C'est la raison pour laquelle nous on parle beaucoup de la data. Et pour aller un peu plus loin, c'est pas encore arrivé forcément chez les marketplaces, mais dans la grande distribution où on est né il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment davantage encore la donnée produit parce que on crée aussi des fiches produits qui sont avec tous les attributs qu'on puisse échanger de nouveau entre l'industriel et la grande distribution. Là, ce modèle de données, il est créé chez nous aussi en interne, avec les acteurs, bien entendu. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre chez GS1, c'est pas GS1 qui va définir un standard ou va définir comment ça doit être. C'est les acteurs qui viennent avec un problème que nous, on aide avec notre expertise à mettre en place grâce à nos standards. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et il y a plein de domaines dans lesquels on est. On a 23 différentes filières dans lesquelles on intervient avec nos standards. Donc évidemment tout ce qui est la grande distribution, comme on est né là-dedans, mais aussi les produits des grandes consommations, les cosmétiques, les dispositifs médicaux. Aujourd'hui, on est très impliqué dans tout ce qui est le changement de l'économie circulaire vers l'économie, linéaire vers l'économie circulaire, qui aussi, ça tout se passe aujourd'hui avec une bonne donnée finalement du produit. Donc voilà, plein de sujets très divers et vraiment passionnants. J'aurais pas connu avant, mais c'est grâce à ce master, pour le dire. C'est vrai, alors c'est grâce effectivement au MBA, mais je pense que c'est plutôt grâce à toi. C'est le travail que tu mets derrière, ça, évidemment. C'est vrai, je le dis souvent, mais finalement le MBA MCI, ce n'est qu'un outil, donc après il faut le mettre entre les bonnes mains. Tu as parlé de motivation, notamment avec l'Amazon Campus Challenge ou les différents cas pratiques que tu as pu faire pendant la formation. C'est aussi parce que tu as décidé de mettre les mains dans le cambouis. Tu as dit tu es quelqu'un de pratique, tu as besoin de manipuler. Il y a personne derrière ton dos, en tout cas, qui va te dire de le faire. C'est ta volonté qui fait que aujourd'hui, tu es plutôt dans un métier qui te convient. Tu vois, je parlais tout à l'heure de passion. Tu vois, là, je t'écoutais en train d'expliquer les subtilités des marketplaces B2B. Mais on sent que, en tout cas, c'est quelque chose qui te passionne. Je parlais tout à l'heure de kitesurf. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le kitesurf? Parce que je crois que tu en fais depuis longtemps. Et là aussi, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'abnégation. Tu vois, ça ressemble à ta personnalité. Oui, en effet. Oui, j'ai commencé en 2014, donc ça fait en janvier d'ailleurs, j'étais au Vietnam pour un voyage de 3 semaines et pendant une semaine, je me suis donc consacrée pour la première fois à ce sport qui m'a dès le début, je l'ai vu quelques années auparavant sur une plage à Saint-Sébastien en France et ça m'a captivée à l'époque. J'ai pas pu m'y mettre tout de suite. Mais du coup, depuis 2014, je me suis lancée et encore 10 ans plus tard, j'y suis pleinement et avec encore tout autant de passion comme avant. Et pour la petite anecdote, effectivement, chez certains, ça s'est beaucoup démocratisé comme sport quand même, mais chez certains, ça reste quand même une image de sport extrême salé. Faut pas le diminuer non plus, mais voilà, avec une certaine attention et ayant pris des cours, etc. À un moment, on comprend quand même aussi ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Maintenant, il faut, et c'est là où c'est intéressant parce que, il m'a fallu une bonne année quand même pour bien comprendre ce que je fais là dans ce sport. Pour X raisons, parfois pas de vent, du coup tu peux pas en pratiquer autant que tu voudrais, etc. Mais c'est vrai, une persévérance et je pense que ça caractérise pas mal ma personnalité aussi, qui je suis. Donc avoir la persévérance de faire quelque chose et quand je suis passionnée, quand ça m'intéresse, sinon c'est compliqué pour moi en tout cas. Mais oui, donc encore 10 ans plus tard et oui, pour la petite anecdote, aujourd'hui je me suis réalisé mon rêve depuis pas mal d'années maintenant de m'approcher un peu plus de la mer. Je te l'ai déjà raconté, Louis, le petit rêve d'avoir acheté une maison en Bretagne pour m'approcher plus de la mer, pour encore plus ou moins réaliser mon rêve, même si en ce moment, je le réalise un peu moins parce que les travaux que je dois faire aussi dans la maison m'occupent un peu plus que le plaisir. Mais à partir de l'année prochaine, je serai pleinement sur l'eau. Bon, en tout cas, Christina, c'était au-delà du plaisir de t'entendre parler du kitesurf, c'était pour faire un parallèle avec le marketing digital. Oui. Tu l'as dit,
les débuts sont difficiles. Mm. C'est pas les photos Instagram et les vidéos en GoPro dès le début, hein. D'abord, t'es sur la plage en train d'essayer, tu vois, de tenir debout. C'est laborieux, mais c'est une étape indispensable pour ensuite pouvoir pleinement profiter des vagues et du vent en toute sécurité. Donc, peut-être c'est la dernière partie, tu sais, de notre webinaire, c'est la partie conseil. Tu vois, donc quel conseil tu pourrais donner peut-être à des futurs candidats et candidates qui souhaiteraient, tout comme toi, rejoindre le MBA. Donc là, pour la prochaine rentrée qui sera en février 2025, on sait qu'on a 2 rentrées dans le MBA. On a février et octobre. Donc, on a une prochaine rentrée donc en février 2025 et puis ensuite ce sera en octobre 2025. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Peut-être d'une façon générale aussi ta vision sur l'évolution du marketing digital, même si on a bien compris que la data, ça commence à devenir de plus en plus, en tout cas, le game changer. Oui, clairement. Tu sais, là, à l'instant, ça m'est revenu notre fameux hashtag même pas peur. Qui nous a tout au long de notre master et de notre promotion en tout cas accompagné et qui est très juste et qui dit plein de choses. Donc faut se lancer, même si ça fait peur, même si on se dit mais mon Dieu je comprends encore rien, mais il y a trop de sujets, il y a trop. C'est pas grave. Au fur et à mesure, le master il est bien conçu en fait d'accompagner aussi et apporter une brique après l'autre. Et à un moment, à la fin, on comprend vraiment. Ah oui. Je pense que j'ai compris en fait, pas tout évidemment, mais les grandes lignes. Je pense que ça c'était assez fabuleux aussi de vivre cette évolution. Et le conseil que je donnerais clairement, c'est, je viens de le dire aussi, je pense avoir une motivation, vouloir le faire. Enfin, sans ça, à mon avis, ça va être très compliqué. Pas juste attendre que tout soit livré sur un tablé et moi j'ai rien à faire. Non, c'est tout le contraire. C'est à toi de travailler, c'est à toi de demander, c'est à toi de chercher. Si jamais tu n'aurais pas tout compris, etc. Donc voilà, il y a une motivation, une persévérance derrière. Et voilà, le fameux hashtag même pas peur, je pense, il dit long en fait sur qui est toujours d'actualité, hein. D'accord. Hashtag même pas peur, hein. Ouais, voilà. Même pas peur, là, oui, exactement. Et même pas peur de quoi d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas à avoir peur. C'est clair. Mais tu sais, parfois, c'est quand même, nous, la plupart de la promo, on était tous déjà des gens actifs en quelque sorte, donc on était sur un domaine qu'on maîtrise. Et d'un coup, tu te lances dans l'inconnu total. Parfois, comme c'était mon cas, j'ai tout plaqué pour le faire en fait. Et évidemment, c'est un peu c'est un peu effrayant au début. Et tu te dis, j'espère que j'ai bien fait. Mais oui, enfin, tout se passe bien. Mais oui, il faut travailler, il faut s'investir, il faut avoir la motivation, la niaque, et ça va très bien se passer. Bon, mais c'est des super conseils. Et sur l'évolution, peut-être du e-commerce, comment tu sens la situation? Est-ce que tu peux nous faire des petites prédictions 2025? Voilà, oui, l'IA et encore l'IA. Je pense que, tu vois, mais moi, quand j'y pense de nouveau, je me dis peut-être il faut aussi que je me réintègre dans votre MBA pour l'IA, à la limite. Non, mais blague à part, non, c'est sûr que c'est quelque chose, à mon sens, c'est vrai que je regarde plein de sujets. Moi, la main dedans, en ce moment, j'avoue, c'est quelque chose aussi, effectivement, qui me préoccupe un tout petit peu, de me dire que comment je vais faire moi aussi pour ne pas décrocher du marché. C'était un peu la raison pour laquelle j'ai intégré à l'époque aussi le master, pour ne pas décrocher déjà en marketing digital, e-commerce. Là, de nouveau, je me pose pas mal de questions, pour être totalement honnête, parce que je vois à quel point l'IA est omniprésent, peut-être un peu survendu par rapport à ce qu'elle sait réellement faire encore à date. En revanche, à mon avis, l'évolution par rapport ce qu'elle va nous apporter et comment on va travailler avec elle dans les années à venir, je pense elle est fulgurante et incroyablement rapide. Et c'est ça qui est un peu effrayant, je pense, là-dedans avec l'IA, de pas trop savoir à quel moment on commence. Mais je pense, pareil, là, si on intègre maintenant le MBA, ça, j'ai aussi remarqué, effectivement, vous proposez souvent le programme très ajusté aussi par rapport aux besoins de marché, l'actualité du marché.
Et je pense, je n'ai pas du tout regardé le programme, j'avoue, mais je suis quasiment sûre que vous êtes à fond sur le sujet de l'IA actuellement. Je me trompe? Ouais, on n'a pas trop le choix en fait, hein. Mm. Christina et effectivement ouais c'est on peut vous le dire sans trop de sans prendre trop de risques 2025 sera aussi une année IA et donc pour tous les futurs professionnels actuels mais aussi futurs professionnels du marketing digital c'est sûr qu'il y a un avant et un après IA et d'ailleurs Christina si le sujet tu vois de des relations, peut-être des liaisons dangereuses entre l'IA et le e-commerce t'intéresse, eh bien, je le dis aussi pour ceux qui nous regardent, il y a un talk qui a été réalisé il y a maintenant peut-être 15 jours, donc avec Avas Commerce, avec Vincent Maillet d'Avas Commerce, sur justement l'IA et le e-commerce, comment les différents marchés asiatiques, nord-américains et européens sont impactés, et puis concrètement, en fait, ce que les retailers font avec l'IA. Voilà, je fais un peu de teasing. C'est disponible sur YouTube. Vous allez sur la chaîne de De Vinci Executive Education. C'est le dernier talk MBMCI en date. Voilà. Et oui, je vous ai dit, chaque mois on fait un webinaire alumni. Et bien, chaque mois on fait aussi un talk qu'on vous partage sur tous les sujets liés au digital. Voilà, Christina. Ben, je saurai quoi faire ce soir. C'est disponible en podcast également. Le podcast, il s'appelle Let's Go Digital. Voilà, si vous aimez écouter des podcasts en cuisinant, je sais pas, en vous relaxant, dans les transports, eh bien, vous pouvez vous abonner au podcast Let's Go Digital. Ça donnerait au fait que c'était vraiment super de t'avoir avec nous, Christina. Merci d'avoir pris ce moment pour partager ton parcours. Revenir sur, mine de rien, tu vois, on disait que ça fait déjà 4 ans quoi que tu as quitté le MBA. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Tu vois, t'as pas changé, on n'a pas changé. Enfin, bon, dans notre tête, en Ouais. tout cas, on n'a pas changé, tu vois. Et, Oui. et on en profite aussi pour donner rendez-vous à tous les alumni, à tous les amis du MBMCI, puisque le MBMCI fête ses 25 ans cette année. Il a été créé en 1999. Voilà, c'était déjà une formation pionnier. Et là, voyez, on est en 2024, 25 ans plus tard. Et donc, le jeudi 12 décembre, voilà, on va faire une grande soirée. On va fêter les 25 bougies du MBMCI. Vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux du MBMCI. Donc, ce sera une petite fiesta à Paris. Voilà, Christina, tu seras là le 12, le jeudi 12 Ah décembre? bah, carrément, je pense. Bah oui, Avec plaisir, mais oui. exactement. Donc si vous n'avez pas encore vu ça, vite, courez vous inscrire. C'est évidemment gratuit, hein, on est comme ça au MBMCI. Il faut juste s'inscrire pour faciliter notre organisation. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée. Merci encore Christina. À très vite Merci à toi. avec le hashtag MBMCI. Et puis, pour ceux qui nous regardaient en direct et qui vont nous suivre peut-être en replay, on se retrouve soit le 12 pour les 25 ans du MBMCI, soit peut-être pour dans le cadre de vos futures candidatures pour l'MBA. Au revoir à tous. Merci Louis, merci. Bonne soirée à tous.